Bien, bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce dernier cours du premier semestre, cours donc qui va se poursuivre au second semestre. Je reviens sur ce que nous avons vu la semaine dernière au dernier cours où j'ai exposé d'une manière, disons, assez nette une distinction entre deux conceptions de la catégorisation dite par le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, qui repose sur l'idée que les membres d'une catégorie auraient des propriétés en commun, des propriétés binaires, des propriétés binaires au sens où un membre a ou non les propriétés définitoires de la catégorie et par conséquent la catégorie a des frontières nettes et tous les membres ont le même statut. Nous avions vu que ce mode de catégorisation n'est pas à éliminer complètement, bien que la théorie du prototype amène à relativiser un certain nombre de conceptions sous-jacentes à cette définition de la catégorisation, mais que malgré tout, elle est utile notamment pour la classification scientifique, peut-être aussi pour d'autres situations ordinaires, mais ce qui est certain, c'est que, on l'a vu avec de multiples exemples où on a des frontières qui ne sont pas nettes entre les catégories, rappelez-vous, entre les tasses et les bols, entre les assiettes et les bols, les assiettes creuses et les bols, etc. etc. Donc, dans la façon ordinaire de catégoriser, ordinaire par opposition à scientifique, catégorisation ordinaire par opposition à la catégorisation scientifique, les frontières des catégories ne sont pas nettes. Il y a des exemplaires ou des membres meilleurs que d'autres. Et puis, tous les membres d'une même catégorie ne partagent pas forcément un faisceau de propriétés. Un exemple que je n'ai pas donné, qui est utilisé par Roche, par Lakoff, etc., parce qu'il vient de Wittgenstein, c'est l'exemple des jeux. Je n'ai pas repris cet exemple la semaine dernière, je ne vais pas le détailler ici, mais je le mentionne rapidement. Si vous vous demandez ce qui entre dans la catégorie des jeux, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme propriété définitoire ? Des jeux, ça peut être des jeux de sport comme le football, le rugby, etc. Des jeux comme des jeux de plateau, comme le jeu d'échecs, des jeux... il y a toutes sortes de jeux extrêmement variés. Certains sont pour se distraire, mais un footballeur qui joue au foot, qui est professionnel, par exemple, c'est pas vraiment seulement une distraction. Donc même l'idée que le jeu sert à se distraire n'est pas suffisant. On ne trouve pas un critère général qui vaudrait pour tous les jeux. Mais en revanche, chaque jeu possède, dans l'ensemble des jeux, il y a des sous-catégories qui sont plus communes, qui regroupent des exemplaires qui se ressemblent, par exemple, je sais pas, les jeux de plateau, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de loi, etc. Et puis, ce groupe de jeux va avoir quelques propriétés en commun avec un autre groupe, qui lui-même aura d'autres propriétés en commun avec d'autres groupes. C'est ce qu'on appelle la ressemblance de famille. Il y a certaines propriétés partagées par certaines sous-catégories, mais pas forcément des propriétés générales pour tous les jeux. Alors, un autre exemple classique où on voit bien la distinction entre la catégorisation naturelle et la catégorisation scientifique, c'est l'exemple du dauphin. Pourquoi l'exemple du dauphin ? Parce que si vous demandez, par exemple, à des enfants de mettre deux de ces images dans la même catégorie, il y a de fortes chances pour qu'ils mettent le dauphin et le poisson dans la même catégorie, puisque ce sont des animaux qui vivent dans l'eau, alors que le dauphin, on le sait, est un mammifère, enfin on le sait scientifiquement, est un mammifère, donc il devrait être mis dans la même catégorie que le lion, qui est aussi un mammifère. Donc vous voyez que tout dépend de l'objectif qu'on a dans la classification. Au fond, la classification scientifique renvoie à un certain objectif. Si je parle des animaux qui vivent dans l'eau, même bien que le dauphin et le poisson appartiennent à des catégories différentes, je classerai
je pourrais éventuellement classer le dauphin dans la même catégorie que le poisson. Hein. Le dauphin, c'est un mammifère parmi les mammifères marins, une sous-catégorie de mammifères marins qui sont les cétacés, etc., pour arriver au dauphin. Alors, c'est évidemment une connaissance qu'on n'a pas eue tout de suite. Quand vous regardez les définitions de dauphin dans le dictionnaire de l'Académie française, ça reste un poisson dans la première édition, sorte de gros poisson de mer dans la 4e édition 1762, 5e édition 1798, sorte de gros poisson de mer. Il faut attendre la 6e édition de 1832 pour qu'on sache qu'il s'agit d'un mammifère. Donc vous voyez que là, la catégorisation enregistrée par le dictionnaire, par la lexicographie, dépend aussi de connaissances scientifiques. Alors, maintenant, on va entrer dans le détail de la conception rochienne de la catégorisation, c'est-à-dire la théorie du prototype telle qu'elle est présentée par Eleanor Roche. Et je me fonde sur un article qui est disponible en ligne, vous pouvez le trouver, Roche 1978, Principes de catégorisation, Principles of Categorization. Et donc, je vais simplement là vous présenter les deux principes généraux qui sont, si vous voulez, qui expliquent à la fois la structuration générale des catégories et pourquoi la catégorisation est importante. Alors, ces deux principes sont fondés d'une part sur l'idée d'une sorte d'économie cognitive. Hein. Le premier principe, donc, montre que les catégories servent à fournir un maximum d'informations avec un effort cognitif le plus faible possible. Et puis le second principe, c'est le lien entre la structure de l'information qui est dans la catégorie et la structure de l'information dans le monde perçu, puisque ce qu'on va voir de manière un petit peu plus détaillée, c'est que le monde externe est déjà structuré, au fond. Alors, premier principe, le principe d'économie cognitive. Bon, on peut, si vous voulez, gloser un petit peu cette citation de Roche. Le premier principe contient donc cette notion qui est presque du sens commun, qu'un organisme qui veut un organisme donc a besoin, pour que les catégories soient une bonne source d'information sur l'environnement, a besoin de catégories qui soient une bonne source d'information sur l'environnement, tout en conservant des ressources finies. Il y a besoin d'un équilibre entre une qualité d'information au sujet de l'environnement et une économie de ressources. Et donc, catégoriser un stimulus signifie le considérer pour certains buts. L'idée, donc, c'est que les buts de cette catégorisation, not only equivalent to other stimuli in the same category. Donc, c'est que dans la catégorisation, par la catégorisation, il ne suffit pas que le stimulus soit équivalent à d'autres de la même catégorie, mais aussi que le stimulus soit différent de stimuli qui ne sont pas de la même catégorie. Donc d'un côté, il y a un avantage pour l'organisme d'avoir autant de propriétés que possible qui soient prédictibles à partir de la connaissance d'une seule quelconque des propriétés. Un principe donc qui fournirait de l'information sur un grand nombre de catégories avec une discrimination avec des discriminations entre les catégories aussi fines que possible. De l'autre côté, un des buts de la catégorisation est de réduire les différences infinies entre les stimuli dans des proportions qui soient, du point de vue comportemental et cognitif, utilisables.
Donc c'est dans l'avantage de l'organisme de ne pas trop différencier un stimulus des autres lorsque la différenciation est non pertinente pour le but qui est en vue. Alors, l'idée ici, vous voyez, c'est que avoir une catégorie, ça permet, disons que, placer un stimulus, pour être plus précis, voilà. Avoir une catégorie, ça sert à pouvoir catégoriser des stimuli de l'environnement. Donc, de faire en sorte qu'une entité quelconque X puisse être mise dans une catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorisation. Et à quoi ça sert, ça ? Ça sert à faire en sorte qu'on ne retienne de toutes les propriétés de cette entité que celles qui sont cohérentes avec un certain but qu'on a dans une certaine situation. Donc la catégorisation, elle va dépendre d'un certain nombre d'objectifs. Et elle va permettre de retenir uniquement les propriétés pertinentes pour, dans la finalité de cet objectif. Et comme nous avons, en tant qu'être humain, dans des sociétés déterminées, des objectifs qui sont relativement délimités, eh bien, les catégorisations stabilisées dans une société correspondent en fait à ces objectifs. Deuxième grande propriété des catégories, la structure du monde perçu. Alors, le second principe de la catégorisation, outre donc le premier principe qui est un principe d'économie cognitive, encore une fois, je répète, ce principe d'économie cognitive, il revient à dire que catégoriser permet de ne pas se préoccuper de toutes les propriétés des objets de notre environnement dont on n'a pas besoin pour faire ce qu'on a à faire. D'accord ? Maintenant, le deuxième principe, c'est l'idée que le monde perçu n'est pas un monde qui est non structuré, avec des attributs, des propriétés, si vous voulez, des caractéristiques ou des attributs qui seraient distribués n'importe comment. Les objets matériels du monde sont perçus comme possédant des structures corrélationnelles fortes. Par exemple, si on prend un sujet de connaissance, knower, un sujet, qui perçoit des attributs de type plume, fourrure, aile, c'est un fait empirique dans le monde perçu que les ailes sont plus co-occurrents, c'est-à-dire sont plus souvent liées à des plumes, les ailes sont plus souvent liées à des plumes qu'à de la fourrure. Donc, c'est l'idée qu'un objet dans le monde, c'est pas juste il a des plumes, des ailes, ou de la fourrure, ou des poils, ou je sais pas quoi. Il y a des attributs qui vont toujours ensemble. Et donc c'est comme ça que le monde perçu est structuré pour un organisme donné. Donc il y a une co-occurrence probabilistique, c'est un concept ici de probabilité. Quand vous voyez des ailes, il y a de fortes chances qu'il y ait des plumes avec. Ou quand vous voyez des plumes, il y a de fortes chances qu'il y ait des ailes avec. D'accord ? Donc ça veut dire que l'environnement est structuré. Et ça aide à la structuration des catégories, bien sûr. Deuxième exemple, si on prend un sujet qui a un programme moteur pour s'asseoir, donc il veut s'asseoir, c'est un fait que le monde perçu avec des objets qui ont des attributs perceptuels des chaises seront plus facilement, fonctionnellement, assoyables, sit-on-ableness, c'est-à-dire on peut s'asseoir dessus, que des objets avec une apparence de chat. Bon, vous pouvez vous asseoir sur un chat, mais
a priori, il faut quand même avoir une conception du fait de s'asseoir assez bizarre. Donc en bref, les combinaisons de ce que nous percevons comme des attributs d'objets réels n'adviennent pas, ces attributs n'apparaissent pas d'une manière uniforme. Il y a des paires, des triplets, etc., qui apparaissent souvent en combinaison avec certains, etc., avec certains autres, etc., etc. Alors, cette idée, elle est approfondie dans la dernière citation que je donne de ce texte, qui insiste sur le fait qu'il s'agit bien ici du monde perçu par un individu. Rappelez-vous la distinction que fait Lakoff entre la catégorisation fondée sur le monde objectif, où on prendrait des propriétés du monde, et puis la catégorisation de type dans une perspective expérientialiste, où on prend en considération les propriétés perçues. Roche insiste bien sur le fait que ce dont il s'agit, c'est bien des propriétés perçues. Il faut insister sur le fait que nous parlons du monde perçu, et pas d'un monde métaphysique indépendant d'un sujet. Les sortes d'attributs que nous percevons sont spécifiques aux différentes espèces. Elle prend l'exemple d'un chien, le sens de l'odorat d'un chien est bien plus différencié que celui des humains, et la structure du monde pour un chien doit sûrement inclure des attributs liés à l'odorat que nous sommes, nous, en tant qu'espèce, incapables de percevoir. Donc, il ne s'agit pas de prendre en considération les attributs objectifs du monde, mais les attributs pour un organisme qui perçoit. Le monde extérieur, the out there of a bat, enfin, d'une chauve-souris, d'une grenouille ou d'une abeille, est sûrement encore plus différente que celle d'un humain. Voilà. Quels attributs vont être perçus compte tenu de la capacité de les percevoir est déterminé par de nombreux facteurs, et en particulier par les besoins fonctionnels du sujet qui interagit avec le monde, avec son environnement physique et social. Donc, on a bien affaire à une catégorisation qui est fondée non pas sur un monde objectif, mais sur un monde perçu. Alors, elle ajoute qu'une des influences sur la façon dont les humains élaborent leur système catégoriel dépend du système qui existe déjà dans la culture à un moment donné. Et quand elle dit dans la culture, ça présuppose notamment dans le langage. Par exemple, notre segmentation du corps d'un oiseau comme ayant parmi ses attributs ce qu'on appelle des ailes, doit être influencée pas seulement par des facteurs perceptuels, c'est-à-dire les ailes, on les voit bien, c'est-à-dire des facteurs perceptuels comme ceux que les lois de la Gestalt font apparaître, mais aussi par le fait qu'on a déjà une catégorie linguistique et culturelle qu'on appelle oiseau et qui est déjà analysée en tant que catégorie comme ayant des attributs du type bec, aile, etc. Voilà. Et la dernière remarque vise à montrer que le fait de voir les attributs comme des constructions du sujet percevant ne nie pas qu'il y a dans le monde externe une co-occurrence de certains facteurs dans certains cas, dans le monde externe perçu. D'accord ? Donc on reste bien dans une optique qui est expérientielle, mais on prend en considération, pour un organisme, les corrélations fréquentes. C'est-à-dire que, évidemment, c'est facile de glisser, de dire que c'est dans le monde réel que les plumes sont associées à des ailes. Mais c'est dans le monde réel pour nous.
il n'est pas certain que pour une autre espèce animale que l'espèce humaine, cette co-occurrence soit pertinente au fond. Et que, comment dire, les plumes soient associées à d'autres plumes qui ne sont pas sur des ailes, qui sont, je sais pas, sur le sol, qui sont accrochées aux arbres, je ne sais quoi. Enfin, ouais. Disons que c'est une postulation épistémologique qui vise à assurer le fait qu'on est bien dans une perspective expérientielle. Alors, pour avancer dans l'exposition de la théorie du prototype, on peut retenir deux idées de base qui sont les idées, si vous voulez, vraiment c'est la marque de fabrique de la sémantique du prototype. C'est l'idée donc qu'on a déjà vue d'une manière approximative de la non-équivalence des membres de la catégorie. Il y a certains membres de la catégorie qui sont plus typiques que d'autres. C'est ce qu'on appelle les prototypes. On parle aussi de typicalité. Et puis la notion de niveau de base, c'est-à-dire que dans la hiérarchie d'inclusion des catégories, on va voir que certains niveaux ont une valeur cognitive plus importante que d'autres. Enfin, un certain niveau a une valeur cognitive plus importante que d'autres. Alors, un premier exemple, qui est l'exemple classique, c'est l'exemple du moineau, enfin des oiseaux, avec, tout au moins mettons pour une culture de type européenne, le prototype de l'oiseau, c'est le moineau. Par exemple, c'est un prototype possible. Il y a parfois le corbeau, mais bon, prenons le moineau. Alors, un oiseau, ça peut avoir toutes sortes de propriétés. Ça vole, ça a des plumes, ça a des ailes, c'est en général non domestiqué, ça a un bec, c'est ovipare, ça a une forme un peu reconnaissable, un peu en S, qu'on voit bien sur l'autruche, qu'on devine aussi sur le moineau. Bien. Alors, cette présentation ici vise à montrer que le moineau est l'exemple qui possède le plus de toutes ces caractéristiques en commun, qui est donc bien représentatif de l'ensemble de la catégorie. Il vole, aucun des autres oiseaux présentés ici ne vole. D'accord ? L'autruche, ça ne vole pas vraiment, enfin, ça saute un peu, mais le poussin ne vole pas, le pingouin, sauf erreur, il ne vole pas, et le kiwi ne vole pas non plus. Bon. Donc, c'est déjà curieux. Vous voyez, un oiseau, si on demande quelles sont les propriétés de l'oiseau, on va dire qu'il vole. Bon. Mais dans la catégorie d'oiseaux, il y a des oiseaux qui ne volent pas. Ensuite, le fait d'avoir des plumes, alors ça marche pour tous, sauf pour le kiwi, manifestement, qui n'a pas de plumes. Ne me demandez pas trop de détails sur le kiwi, s'il vous plaît. La forme un peu reconnaissable, courbée en S, alors elle ne marche pas trop ni pour le poussin ni pour le kiwi. Le fait de ne pas être domestiqué, ça marche pour tous sauf pour le poussin. Et en revanche, les propriétés avoir un bec, être ovipare, marchent pour tous. Donc ici, ce qu'on dira, c'est que l'oiseau le moineau, est un prototype de la catégorie oiseau. Oui ? Pourquoi le moineau et pas le pigeon, par exemple ? Oui, on pourrait mettre le pigeon, peu importe. Oui, voilà. Mais le pigeon, le corbeau, le moineau, ce sera ce genre d'oiseau qui sera le prototype. Ici, j'ai pris l'exemple du moineau, mais ça n'est pas... Vous voyez, il y a d'autres représentations avec toujours cette idée qu'il y a des prototypes plus centraux. Donc, vous voyez, là, on ne peut pas tellement lire, mais sur cette représentation de Teasel, on a quand même... Si vous voulez, ce qui est net, c'est que le pingouin ou l'autruche sont des oiseaux, mais pas prototypiques. La personne... à qui vous dites donne-moi le nom d'un oiseau et qui répond un pingouin en premier, franchement, c'est quelqu'un dont vous devriez vous méfier, parce que c'est bizarre.
un exemple amusant, voilà, le prototype, ça peut être ça. Hein. Votre prototype à vous de l'oiseau, ça peut être ça. Et en dessous, il y a des choses beaucoup moins prototypiques et puis des choses qui ne sont pas du tout dans la catégorie. Un exemple avec autre chose que les oiseaux, c'est la chaise, comme prototype du meuble, hein, de la catégorie furniture. Alors bon, il faudrait voir en anglais et en français, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez, on a fait cette expérience, mais je vous avais déjà donné quelques exemples d'expériences typiques qu'on fait pour faire apparaître un prototype. Là, ici, on a demandé à des gens de donner une échelle de 1 à 7 pour dire si ces objets étaient des bons représentants de la catégorie meuble. Bon, ben, le meuble qui apparaît le plus prototypique, c'est la chaise. Alors, cette notion de prototype, vous voyez qu'elle modifie quand même assez considérablement le concept de catégorie, parce que dans la catégorie au sens de la catégorie des conditions nécessaires et suffisantes, si par exemple vous définissez la classe des mammifères ou des mammifères marins, etc., si vous prenez la classe des mammifères, dans le système de la classification scientifique, un dauphin est un mammifère au même titre qu'un lion. D'accord ? Scientifiquement, il a les propriétés du mammifère. Donc c'est un mammifère au même titre qu'un lion. En revanche, il est sûr que le dauphin n'est pas le prototype du mammifère. On pensera, si on demande à des gens sur un exemple de ce type-là, parce qu'on peut aussi demander à des gens de donner une liste, hein, donner une liste de mammifères, donner une liste de meubles. Et puis on regarde qu'est-ce qui apparaît en premier et qu'est-ce qui apparaît le plus souvent. Bon, on fait apparaître des prototypes. Il est clair qu'il y a quelque chose de prototypique dans certaines catégories, mais aussi dans une certaine situation. Hein, on va revoir ça. Alors ça, c'est le premier aspect de la théorie du prototype, c'est la notion de prototype et de typicalité. Certains membres sont plus représentatifs que d'autres. Alors, ça ne veut pas dire que l'autruche n'est pas un oiseau comme les autres. Hein. L'autruche reste un oiseau. Mais il est moins caractéristique de la catégorie oiseau que le moineau, le pigeon ou le corbeau. Alors maintenant, deuxième chose, dans les hiérarchies, hein, vous voyez tout à l'heure, je vous ai donné un exemple de hiérarchie pour le dauphin, une taxonomie de type classique dans la description des espèces naturelles. Hein. Il y a différents niveaux, groupes, ordres, sous-ordres, familles, espèces, etc. Et tous les niveaux ont le même statut, simplement il y a des groupements plus larges que d'autres. Bon. Dans la théorie du prototype, on va avoir un niveau qu'on appelle le niveau de base, dont on va considérer qu'il est cognitivement plus pertinent, plus important. Il est plus souvent sollicité, etc. On va voir ça en détail. Alors, pour vous donner tout de suite un exemple, les trois niveaux, dans le cas de l'animal, ce sera, pour le niveau de base, ce sera chien. On va distinguer tout ce qui est au-dessus comme catégorie, comme faisant partie d'un niveau superordonné, et tout ce qui est au-dessous comme étant du niveau subordonné. Donc, niveau de base chien, niveau subordonné animal, niveau subordonné boxer. Pour les fruits, niveau subordonné c'est fruits, niveau de base pomme, niveau subordonné golden. Pour les meubles, niveau subordonné meuble, niveau de base chaise, niveau subordonné chaise pliante, chaise électrique, etc. Alors, les objets du niveau de base ont plusieurs caractéristiques. D'abord, ce sont les plus grandes catégories dont les membres, premièrement, possèdent un nombre significatif d'attributs en commun. Ils ont des programmes moteurs qui sont semblables les uns aux autres, des formes similaires, et peuvent être identifiés à partir de formes moyennes des membres de la classe. Alors, voyons ça un peu plus en détail. Le niveau de base est le niveau subordonné.
hein, ces deux niveaux-là. Dans ce cas-là, les membres ont une gestalt semblable, c'est-à-dire que, en fait, vous pouvez les représenter du point de vue, iconique. Hein. Vous pouvez vous faire une image, vous pouvez dessiner un chien, un schéma de chien. Mais allez, est-ce que vous pouvez dessiner un animal? Non, hein, il n'y a pas de forme reconnaissable de l'animal en général. Vous pouvez dessiner une pomme, mais dessiner un fruit, hein, vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez que le niveau de base, c'est le niveau le plus haut, hein, le niveau subordonné aussi, vous pouvez le dessiner, mais le niveau de base, c'est le niveau le plus haut qui a une forme reconnaissable. Les niveaux de base et le niveau subordonné, ils ont aussi un programme moteur d'interaction. C'est-à-dire que, par exemple, si on vous donne une pomme, ça vous évoque l'idée de la prendre, de l'éplucher, de la croquer, etc. Si on vous donne une banane, il y aura le programme moteur de l'éplucher d'une façon différente de la pomme, etc. Mais un fruit, en général, n'évoque pas un programme moteur d'interaction spécifique. Le niveau de base est plus rapidement identifié, c'est la dénomination préférée et c'est celui qui est appris le plus tôt par les enfants. Hein. Par exemple, si on vous donne des images d'animaux et qu'on demande aux gens dites ce qu'il y a sur ces images, les gens ne vont pas dire, par exemple, imaginez que ce soit une liste d'images avec un chien, un chat, un camion, une maison, une église, etc. Les gens ne vont pas dire pour chien et chat, c'est un animal. Ils vont dire c'est un chien ou c'est un chat. C'est très peu probable que pour un camion, ils disent c'est un véhicule. Ils vont dire c'est un camion. Donc c'est le niveau préféré de la dénomination. Il est plus rapidement identifié aussi. Et puis le niveau de base, il est neutre, c'est-à-dire que si on utilise autre chose, un mot qui appartient à un niveau autre que le niveau de base, il faut qu'il y ait une justification contextuelle. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Mais avant, je reprends une autre description du niveau de base à partir d'un cours que j'ai trouvé, à vrai dire, hier soir, d'Elisabeth Pachery, qui est en fait une spécialiste de ces questions-là. Enfin, elle a travaillé il y a longtemps sur la question de la catégorisation, mais il y a en ligne un cours absolument remarquable sur concepts et catégories. Bon, là, je vous prends juste deux, trois petits extraits que je vais utiliser, mais si vous avez le temps, allez voir. C'est évidemment beaucoup plus détaillé sur ces notions que ce que je vous fais ici, parce que c'est uniquement sur la notion de concept et de catégorie. Alors, voici comment elle résume les caractéristiques du niveau de base. C'est le niveau le plus élevé auquel les membres d'une catégorie ont une forme générale semblable. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fait que le chien, vous pouvez le dessiner, etc., mais pas l'animal. Le niveau le plus élevé auquel une unique image mentale peut résumer la catégorie. Le niveau le plus élevé auquel des actions motrices semblables, donc ça c'est ce que j'appelais tout à l'heure le programme d'interaction. Le niveau auquel les gens identifient plus rapidement l'appartenance catégorielle. Hein, là, c'est dans des tâches de type décision de catégorie. Ce sont les noms correspondant à ce niveau de catégorisation qui sont les plus couramment utilisés, on l'a vu. Le premier niveau nommé et compris par les enfants. Le premier niveau à entrer dans le lexique d'une langue. Ça, je vois pas bien ce qu'elle veut dire par là, effectivement. Le premier niveau à entrer dans le lexique d'une langue, il faudrait vérifier si, pour les catégories récentes, par exemple, les apparitions dans le lexique, voilà, ça... C'est quand on actualise une avancée. Par exemple, quand on a fait du livre qui était une langue... Vous croyez? Ouais. On a dû entrer des nouveaux mots dans le lexique. Oui. Oui, oui. Non, mais ça peut se faire aussi, par exemple, pour les néologismes du lexique informatique, par exemple, hein, en français ou dans d'autres langues. Mais bon,
Elle ne donne pas plus d'explications, c'est un point sur lequel on pourrait discuter. Le niveau où les noms sont les plus courts, manifestement, alors ça, je suppose que ça a été vérifié pour qu'elle puisse le dire, c'est le niveau auquel les mots sont utilisés dans les contextes neutres, alors ça je vais vous donner un exemple tout à l'heure, et le niveau auquel la plus grande partie de nos connaissances sont représentées et attachées. Alors, du coup, ce niveau de base est fondamental à la fois sous l'aspect de la perception, puisque on le perçoit d'une manière immédiate, il y a une image mentale, etc. Du point de vue de la fonction, parce qu'il y a un programme moteur qui est associé à l'objet du niveau de base, ou au concept du niveau de base. Du point de vue de la communication, c'est aussi fondamental, puisque ce sont les mots qu'on apprend le plus tôt, etc., et qui sont le plus facilement utilisés. Et puis du point de vue de l'organisation des connaissances, car les attributs des membres d'une catégorie sont stockés à ce niveau qui est le niveau de base. Alors, je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on utilise un mot appartenant à un niveau autre que le niveau de base, il faut de bonnes raisons. Alors, je vous donne ici un extrait de Wierzbicka qui illustre bien cette idée. Dans une histoire de deux chiens, un caniche et un épagnol, on pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de sa catégorie sous-générique, caniche ou épagnol, plutôt que le terme, alors elle utilise Volksgenes, ça veut dire niveau générique, chien, afin de distinguer les référents de l'un de l'autre. Mais dans une histoire avec un chien, donc vous voyez, s'il y a deux chiens, un caniche et un épagnol, on ne va pas utiliser le mot chien pour dire le chien a fait ceci, le chien a fait cela. On va être obligé de dire l'épagnol, le caniche, parce qu'il y en a deux, donc il faut les différencier. Mais s'il y a un seul chien, disons un épagnol, pourquoi devrait-on l'appeler de façon répétée épagnol plutôt que chien? Le terme épagnol, quand il est employé, véhicule le trait différent sur certains points de ce qu'on pourrait imaginer en voulant imaginer un chien. En d'autres termes, quand il est employé, le terme souligne le caractère spécial du référent. Cet accent mis sur le caractère spécial du référent est parfaitement compréhensible dans un caractère contrastif, une histoire de deux chiens, par exemple, mais il n'y a pas de risque, quand il n'y a pas de risque de confusion, c'est-à-dire dans une histoire qui ne parle que d'un chien, il n'est pas naturel et il est stylistiquement marqué. Donc, si vous avez un seul chien dans votre histoire, vous allez utiliser le mot chien. Même si vous savez que c'est un épagnol, il faudra une bonne raison pour dire l'épagnol. Voilà, c'est cette idée qu'on veut formuler en disant que c'est le niveau auquel les mots sont utilisés dans les contextes neutres. Alors, quelques exemples maintenant des trois niveaux. Vous voyez, dans des cas dans le cas général de la géographie urbaine, disons. Donc vous avez comme catégorie superordonnée milieu urbain, le niveau de base ça va être la ville, et puis le niveau subordonné telle ville, ville de Québec par exemple. Pour des monuments, vous avez comme exemple de catégorie superordonnée, qui est indiqué ici surordonné, mais ça veut dire la même chose, ça signifie la même chose. Monument religieux, niveau de base ça sera église, et puis église Saint-Jean-Baptiste par exemple pour le niveau subordonné. Alors, Georges Kléber, qui a écrit un livre déjà un petit peu ancien, mais qui reste très utile et pertinent par rapport à l'époque où il se situe, résume les thèses principales de la sémantique du prototype de la façon suivante. Bon, la catégorie, du point de vue de la sémantique du prototype, a une structure interne qui est prototypique, ce qui veut dire que, c'est le deuxième point, le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. Donc, le moineau qui est plus un oiseau que l'autruche. Les frontières de la catégorie sont floues. Ça, on l'a vu avec les exemples des tasses, des bols, etc. Les membres d'une catégorie sont regroupés par une ressemblance de famille et non par des propriétés communes à tous les membres. On l'a vu avec l'exemple de l'oiseau, mais on l'a vu au début du cours avec l'exemple des jeux. L'appartenance à une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype. Donc, ce qu'on va dire, c'est que si le moineau est pour moi le prototype de la catégorie oiseau, je vais reconnaître plus facilement les oiseaux qui ressemblent au moineau.
C'est-à-dire, je vais avoir tendance à placer dans la catégorie oiseau ce qui ressemble à mon prototype, au moineau. Et puis enfin, la catégorisation s'effectue de manière globale, où on n'analyse pas les différentes propriétés de l'entité à catégoriser. C'est donc pas une catégorisation de type analytique, comme on le fait, par exemple, dans le cas de la catégorisation scientifique. Alors, Lakoff, qui m'a servi de point de départ à cette réflexion sur la catégorisation, donne un certain nombre de réserves et de précautions à prendre pour la compréhension de la notion de prototype. Alors, il dit les choses suivantes. Parler d'un prototype, c'est une convention, un moyen pratique, un moyen qui est quand même une fiction grammaticale. D'accord ? Ça répond à la remarque qui a été faite tout à l'heure sur est-ce que le prototype de l'oiseau, ça pourrait pas être le pigeon. Bon, quand on dit un prototype, c'est un peu pour fixer les idées par commodité. D'accord ? Ce à quoi on réfère en parlant de prototype, ce sont des jugements de degrés de prototypicalité. Des degrés de prototypicalité. Ce qui compte, c'est qu'il y a des degrés de prototypicalité parmi les membres de la catégorie. Savoir quel élément est le prototype, ce n'est pas forcément la chose primordiale. Et il précise bien que dans les catégories du langage naturel, parler d'une entité unique comme étant le prototype, c'est vraiment une incompréhension, une mauvaise compréhension de la notion de prototype. Ensuite, le prototype ne correspond pas à un processus, un modèle de processus de la catégorisation. Ce que montre la prototypicalité, c'est qu'il y a une contrainte, c'est-à-dire que les modélisations de l'activité cognitive doivent prendre en considération cette contrainte que dans certains cas, il y a de la prototypicalité. D'accord ? Mais c'est juste une contrainte cognitive, ce n'est pas le modèle de tous les processus de catégorisation. Ensuite, les prototypes ne sont pas une théorie de la représentation pour les catégories. C'est-à-dire que les prototypes, ça peut être aussi bien des propositions que des images. C'est-à-dire il peut avoir une forme propositionnelle comme des phrases, etc., ou des images au sens vraiment visuel du terme, des systèmes d'images. Donc il n'y a pas de type de représentation, il n'y a pas une théorie de la représentation qui est sous-jacente au prototype. Et enfin, dernière remarque, bien qu'il y ait un apprentissage des prototypes, ils ne constituent pas en eux-mêmes un mode d'apprentissage de catégorie particulier. D'accord ? Alors, pour terminer, je vous donne quelques limites de la théorie du prototype, que je vais juste évoquer parce qu'il y a d'autres théories de la catégorisation qui essaient d'y répondre. Alors, d'abord, première remarque, des auteurs, Armstrong, Gleitman et Gleitman 83, ce sont les auteurs qu'on cite toujours pour ce contre-exemple, montrent que dans des cas où il ne devrait pas y avoir du tout de prototype, c'est-à-dire les nombres pairs, nombres impairs, deux catégories, il n'y a pas un nombre impair qui est plus impair qu'un autre. Je veux dire, autant on comprend que les oiseaux puissent être catégorisés de façon prototypique en disant le moineau est plus un prototype d'oiseau qu'une autruche ou qu'un pingouin, on ne voit pas pourquoi le 7, il n'y a aucune raison pour laquelle le 7 serait plus prototypique que le 13 comme nombre impair. D'accord ? Et pourtant, quand on fait des expériences, on se rend compte que le 3 est donné par les sujets comme étant plus typique que le 57 comme exemple de nombre impair. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a des effets de prototypicalité
qui sont produits dans le cas où la catégorisation n'est pas prototypique, a priori. Alors, ce que montre cet exemple, c'est que la théorie du prototype tente à confondre la prototypicalité, c'est-à-dire la représentativité, et l'appartenance catégorielle. C'est-à-dire que, à partir du moment où on dit que l'appartenance à une catégorie dépend de la similarité avec le prototype, on lie forcément l'appartenance catégorielle à la prototypicalité. Mais en réalité, ces deux opérations doivent être distinguées, puisqu'il y a des cas de prototypicalité qui sont incompatibles avec des cas d'appartenance catégorielle. Ensuite, deuxième problème, le degré de typicité ou de prototypicalité d'un membre d'une catégorie, en fait, il dépend du contexte. Bon, ça, c'est pas vraiment une objection parce que c'est quand même bien dit parfois par Lakoff, peut-être moins par Roche, mais bon. Par exemple, le moineau est prototypique comme oiseau si on est dans le contexte, par exemple, d'une maison, d'un jardin, mais dans une basse-cour, le moineau n'est pas particulièrement prototypique de l'oiseau. Ce sera peut-être plus la poule, le prototype de l'oiseau dans la basse-cour. D'accord ? Il y a aussi cette idée qu'a développée Barsalou et qui renvoie à cette même idée de contextualité, des catégories qu'il appelle ad hoc, qui sont des catégories venues d'un besoin spécifique. Par exemple, chose à offrir à un anniversaire. Catégorie comme ça, qui est ad hoc, et à l'intérieur de laquelle il peut y avoir certaines choses à emporter en priorité en cas d'incendie. Bon, ça crée une sorte de catégorie qui regroupe des choses très hétérogènes, mais qui sont liées à une certaine situation contextuelle. Et puis enfin, le dernier problème, c'est le problème de la relation de similitude. Parce que la question de la similitude, elle pose le problème que n'importe quoi peut être similaire à n'importe quoi. On peut dire que, par exemple, c'est un exemple donné, je crois, aussi par Armstrong et Gleitman, qu'une tondeuse à gazon est similaire à une prune, d'une certaine façon. Il y a des propriétés en commun. La tondeuse à gazon et la prune pèsent moins d'une tonne, elles peuvent être déplacées, elles n'entendent pas, elles ne voient pas. Enfin bref, on pourrait trouver toutes sortes de propriétés pour montrer qu'il y a une similarité entre une prune et une tondeuse à gazon, alors que, voilà, il n'y a aucune raison de les catégoriser. Donc, ce que dit Pachery, assez justement, c'est que la similitude entre deux entités peut apparaître arbitrairement grande ou petite, selon ce que l'on décide de considérer comme des propriétés pertinentes. Par conséquent, dire qu'une catégorie regroupe des objets sur la base de propriétés partagées revient à faire une pétition de principe, si on n'a pas de critères indépendants pour décider quelles propriétés sont pertinentes. Vous voyez qu'il y a une sorte de circularité entre le fait de dire que dans telle situation, telles propriétés sont pertinentes, et les propriétés sont pertinentes parce qu'on est dans telle ou telle situation. Voilà. Je vous laisserai lire peut-être, ou on reprendra peut-être ça un peu la semaine à la rentrée. Est-ce que vous avez des questions là pour l'instant sur ce qu'on a vu aujourd'hui ? Bon, bah écoutez, on va donc arrêter le cours de ce semestre aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 15 janvier pour me rendre de préférence par mail et en version papier dans mon casier les travaux personnels pour la validation de ce cours. Je vous le disais tout à l'heure, ce cours va se poursuivre, donc on a commencé à travailler sur la catégorisation, mais on va travailler aussi sur d'autres processus cognitifs importants au deuxième semestre, toujours dans cette optique des linguistiques cognitives. Donc le cours se continue au deuxième semestre. Et voilà, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances de Noël. Et donc à l'année prochaine maintenant.